ça va être trop. On verra ça en dernier, mais je pense qu'effectivement, c'est un peu une greffe sauvage. D'accord. D'accord? Bon, bah voilà, pour moi c'est bon, pour vous c'est bon? Bah, écoutez, oui, ça devrait aller, ouais. Oui, c'est bon. J'ai plus d'écho. D'accord. Ben, bonjour Monsieur Johan Fortune. Bonjour. Bonjour, je suis ravie que vous ayez accepté cette invitation pour traverser l'histoire et l'éducation physique. Alors ma première question, qui n'en est pas vraiment une, c'est est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, pardon. Eh bien, donc moi, je suis Johan Fortune, je suis maître de conférence à l'université de Rennes 2 en histoire du sport et de l'éducation physique. Et puis, j'ai par ailleurs eu un parcours précédent en tant que professeur agrégé d'éducation physique. Ah, d'accord, Et donc. aujourd'hui, je travaille sur des objets propres justement à l'histoire de l'éducation physique et surtout à la manière dont les savoirs scolaires se construisent dans cette discipline. D'accord, bah c'est précisément ce pourquoi je vous ai convoqué. Par contre, je ne savais pas, vous avez vous-même enseigné l'éducation physique. Oui, j'ai été prof de PS pendant quasiment 20 ans, oui. D'accord. Donc, à ce sujet, alors au niveau de l'histoire, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire le point sur les grands courants et les grandes évolutions de l'enseignement du sport à partir du rapport histoire et rapport au courant et au corps? Alors, il faudrait évidemment beaucoup d'heures pour, Ouais. pour tout pouvoir détailler, mais disons que globalement, l'histoire de la discipline est marquée par ce qu'on pourrait appeler des monopoles, en quelque sorte. Donc dans un premier temps, on a surtout eu, une gymnastique, à fonction, militaire essentiellement, pour préparer les futurs soldats et puis ensuite, on a eu d'autres perspectives qui se sont ajoutées, notamment des perspectives plus hygiéniques, pardon, avec un courant, qui porte plus sur la manière dont l'éducation physique peut servir à régénérer les corps ou à les rendre plus forts, sur le plan de la santé, j'entends. Mhm. Et puis, pendant l'entre-deux-guerres, on a eu aussi le courant de la méthode naturelle qui porte plus sur justement, un côté, d'une motricité utilitaire. Et puis progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, le sport lui-même est entré, dans les pratiques d'éducation physique. Il avait tenté d'y entrer bien avant, mais disons que la diffusion du sport en éducation physique, commence, lentement à partir des années 30 et puis va se développer, de manière, exponentielle à partir de la fin des années 50. Et puis aujourd'hui, on se retrouve plus face à un courant qu'on pourrait appeler didactique, c'est-à-dire que ce qui fait référence, ce n'est plus l'activité physique et sportive en elle-même, mais plutôt la manière dont fonctionne l'élève par rapport au savoir, par rapport à ce qu'il doit pouvoir apprendre et retirer de cette confrontation avec la discipline. Donc avec aujourd'hui plutôt un regard porté sur l'objet élève plus que sur l'objet sport. Mhm. Mhm. Et ce qu'on appelle et qui revient très souvent, l'hébertisme, la période de Georges Hébert, là, Mhm. est-ce que vous pourriez la définir, essayer brièvement de la définir? Alors l'hébertisme, c'est une méthode, donc enfin c'est une méthode. La méthode naturelle, plus exactement, est une méthode qui a été donc développée par Georges Hébert, hein, qui était un militaire de la Marine nationale. C'est une méthode qui a été élaborée au début du XXe siècle et qui a, on va dire, eu un écho particulier en éducation physique. Globalement, pendant l'entre-deux-guerres. Il est en pleine ascension juste avant la Première Guerre mondiale, hein. C'est à partir de là qu'il commence à être vraiment, reconnu, et que sa méthode commence à avoir un vrai écho, une vraie publicité. Et puis la Première Guerre mondiale va mettre un petit peu un coup d'arrêt à cela et on va le retrouver, dans l'entre-deux-guerres. Alors sa méthode, elle est portée par lui, mais elle est portée aussi par des condisciples en quelque sorte, des gens qui sont convaincus des bienfaits de cette méthode et qui vont lui donner un écho particulier. Le personnage de Georges Hébert lui-même étant assez, on va dire, particulier en termes de personnalité, donc il n'est pas forcément le meilleur promoteur de sa méthode, mais disons qu'il a été repris par d'autres.
Mmh. et que cette méthode, elle a eu, oui, effectivement, un impact important pendant l'entre-deux-guerres, jusque sous le gouvernement de Vichy, qui en fera même un des piliers de l'éducation générale et sportive. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, c'est un courant qui va lentement décliner au profit du sport. D'accord, et qu'est-ce qu'on entend, par sport alors? Comment on peut tenter une approche, historique? Enfin, quand est-ce que, l'éducation physique a été nommée, et quand est-ce que le sport apparaît par rapport au lien des 2? Alors, en réalité, les premiers qui défendent le modèle sportif en éducation physique, c'est des gens comme Coubertin ou comme Pascal Grousset, qui, dès la fin du 19e siècle, vont revendiquer l'utilisation du modèle sportif anglais Mmh. et des jeux dans l'éducation. Mais ça reste un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il prône cette éducation physique plus sportive que gymnastique, mais pour autant, il n'arrive pas à faire entrer le sport dans les pratiques scolaires. Heu, L'arrivée du sport en tant que tel, elle se fait, alors c'est difficile de la dater précisément, il y a pas un moment précis où le sport entre à l'école, mais disons que de mon point de vue, le 1er point d'ancrage, véritable du sport dans les pratiques, c'est, le Front populaire qui va en Mmh. 1937 pardon, créer le brevet sportif populaire, qui est une sorte de brevet d'athlétisme, hein, où on court, on saute et on lance. Et ce brevet sportif populaire va devenir une épreuve aux examens du certificat d'études. Et puis Vichy, derrière, va faire la même chose avec le baccalauréat en 1941, en mettant des épreuves aussi athlétiques aux examens. Ce qui fait que progressivement, par cette voie de l'évaluation, on va dire, les pratiques sportives vont tranquillement commencer à entrer dans les pratiques des enseignants. Et ceci ne va faire que par la suite décoller après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une entrée progressive. Moi, je la vois peut-être de manière déformée, mais je la vois en tout cas d'abord par le biais de l'évaluation, qui a été une manière officielle, en tout cas, de faire entrer le sport dans l'éducation physique. Et puis après, il y a aussi l'hébertisme, hein, quand on regarde bien la méthode naturelle a été une manière de faire une transition en quelque sorte entre les pratiques gymnastiques et les pratiques sportives, parce que quand on y regarde de plus près, la méthode naturelle dans la pratique des mouvements naturels justement ressemble encore un peu à de la gymnastique, et dans les manières dont elle est évaluée, dont les performances sont mesurées, elle ressemble en revanche à des pratiques sportives. Donc cette méthode naturelle dans l'entre-deux-guerres, elle va permettre en fait une transition en douceur en quelque sorte entre les gymnastiques anciennes et puis le sport. D'accord, je vous remercie. En fait, l'évaluation a une part, importante quand même comme marqueur au cours de cette éducation, sportive. Ben oui, parce que pour une discipline qui cherche à entrer dans l'école, Heu, tous ces défenseurs, quel que soit leur courant, le courant auquel ils appartiennent, tous ces défenseurs ont toujours essayé de justifier, en fait, que ce qu'ils proposaient, pouvait avoir un impact sur les élèves. Et donc mesurer les progrès, évaluer les progrès, c'est faire la preuve que la méthode que l'on promeut, fonctionne. Donc chaque acteur, chaque théoricien a essayé à sa période de proposer un modèle d'évaluation pour justifier du bien fondé de ce qu'il proposait. Et en l'occurrence, à partir du moment où on va commencer à évaluer une pratique dite sportive, c'est-à-dire sur la performance brute, hein, en course, en saut et en lancer, en tout cas pour ce qui concerne les premières épreuves sportives évaluées, eh bien, on va faire tranquillement rentrer une nouvelle forme de pratique dans l'éducation physique, alors qu'avant, on évaluait, on va dire, d'autres choses que les seules performances. On évaluait aussi des facteurs anthropométriques, la taille, le poids, la capacité thoracique, etc. Et puis progressivement, on va basculer de plus en plus vers des normes strictement sportives.
Mhm. Alors, avant qu'on entre justement dans la deuxième partie, qui est votre thèse, enfin votre livre sur l'athlétisme, j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Ces grands courants-là, on ne peut pas les dissocier des objectifs qu'attendaient à chaque fois les périodes citées historiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait des objectifs, pas simplement orientés vers l'élève, je suppose, mais vers le citoyen ou vers l'État ou vers la pensée. Chaque courant est marqué par une idéal d'homme à former en quelque sorte. C'est-à-dire que, effectivement, selon les périodes, l'éducation physique et plus largement l'école ne vise pas à la formation du même type de citoyen. Si on reprend par exemple le cas de la gymnastique militaire qui va être très en vogue à la toute fin du 19e siècle, elle est évidemment à mettre en lien avec la revanche suite à la défaite de 1870, face aussi à l'émergence de ce sentiment revanchard, de ce sentiment républicain. Et donc on va voir apparaître effectivement un lien particulier qui va se tisser entre l'école de Jules Ferry et la gymnastique de type militaire. On va retrouver ça aussi plus tard, je peux prendre un autre exemple, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale aussi, avec des objectifs plutôt sanitaires, puisque la guerre va laisser des traces sur les corps évidemment des jeunes enfants. Les privations de nourriture, etc., vont engendrer le fait que eh bien, l'éducation physique doit servir justement à restaurer un état de santé, à faire en sorte que les élèves soient plus costauds physiquement, qu'ils se redressent aussi corporellement pour éviter les dos voûtés, etc. Bref, il y a toujours une problématique sociétale derrière qui oriente la discipline. Dans les années 60, ce sera le sport et l'importance qu'un pays doit être capable de montrer aux Jeux Olympiques, par exemple. Bref, il y a toujours effectivement un idéal politique, un idéal de formation du citoyen derrière chaque courant, chaque période, chaque époque. Oui, parce que même si ça peut paraître un peu anecdotique, mais par exemple, j'ai vu que ça avait servi aussi, alors je crois que c'est peut-être De Gaulle, ou à lutter contre l'onanisme, des choses comme ça. Oui, alors là on reprend par exemple le travail j'oublie son nom, au moment où C'est pas grave. d'André Roche, voilà, le travail d'André Roche, qui montre qu'effectivement, les pratiques sportives, si on y regarde de plus près, elles sont au départ, hein, à la naissance du mouvement sportif à la fin du 19e siècle, les pratiques sportives sont investies par les lycéens. Alors même que l'école refuse justement d'intégrer le sport. Et c'est justement dans ce rapport ambivalent que le problème est intéressant, c'est-à-dire que les lycéens vont justement chercher le sport pour sortir du carcan que leur offre l'école. C'est-à-dire que c'est une manière pour eux de se libérer à la fois sur le plan géographique, c'est-à-dire qu'il s'agit de sortir du lycée et des murs du lycée pour aller pratiquer le sport dans les parcs, dans les jardins, dans les gares, etc. Donc c'est un moyen à un moment donné de sortir du lycée, c'est un moyen aussi de se libérer corporellement. Ils passaient leur journée assis sur les chaises, hein, à écouter le maître, donc c'était évidemment une possibilité pour eux aussi de s'évader corporellement, de faire bouger les corps. Et puis c'est aussi une manière de se libérer d'un point de vue de l'organisation, de la responsabilisation, puisque les premiers clubs sportifs, les premières compétitions sportives vont être gérées par les lycéens eux-mêmes, ce qui va leur donner une forme de responsabilité, alors que l'école, elle, ne leur en donnait pas. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, pour le cas de l'onanisme, ça a été un moyen aussi, à un moment donné, de lutter contre justement des pratiques jugées perverses qui avaient lieu dans les dortoirs et qui permettaient justement, par le sport, d'être diminuées, quoi. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe alors dans l'après 68, justement ? Comment ça s'inscrit, l'éducation physique, après 68 ? Alors, au tournant de la fin des années 60, il va effectivement y avoir... Alors, le mouvement de mai 68 va évidemment accentuer la dynamique, mais il commence à y avoir une contestation, un refus de l'hégémonie du modèle sportif, alors qui était déjà contesté auparavant, hein, mais qui va avoir une
un écho beaucoup plus fort à ce moment-là, parce qu'évidemment, la société appelle aussi à lutter contre ce genre de dérive. Et donc, il y a tout un ensemble d'enseignants qui vont se mettre et de théoriciens qui vont se mettre à lutter contre ce modèle hégémonique du sport. Alors, certains vont le critiquer d'un point de vue plus économique, d'autres vont le critiquer d'un point de vue plus pédagogique. Mais en l'occurrence, le fond de l'idée, c'est que le sport peut être un moyen d'éducation, mais il ne doit pas être un modèle exclusif d'éducation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir confronter l'élève à ce modèle sportif, mais aussi à d'autres choses. Et quand on le confronte au modèle sportif, le modèle sportif compétitif n'est pas forcément l'unique modèle que l'on doit pouvoir suivre. La compétition a aussi des méfaits, la hiérarchisation des élèves a aussi des méfaits. Et ça, c'est tout un ensemble d'idées contre lesquelles les enseignants vont commencer à lutter. Et aussi, parce que ça on le sait moins, mais à partir du moment où les enseignants ont commencé à faire du sport et beaucoup de sport, il y a eu une espèce de confusion en fait entre le rôle de l'enseignant d'éducation physique qui intervient dans l'école et l'éducateur sportif qui lui intervient dans les clubs. Et comme beaucoup d'enseignants d'éducation physique jouaient sur les deux tableaux, il s'est mis à y avoir une espèce de confusion en quelque sorte entre ce qui se passait à l'école et ce qui se passait dans le club. Et donc, dans les années 70, certains hommes politiques ont essayé notamment d'extrascolariser en quelque sorte l'éducation physique pour des questions essentiellement financières. Et donc, ça a permis aussi à la profession de se repositionner, de repositionner son centre de gravité plus par rapport à l'élève que par rapport à l'objet sport, ce qui leur a permis de garder en fait une forme de légitimité dans une école qui commençait à contester leur rôle précisément d'éducateur, puisqu'ils se rapprochaient trop d'un éducateur sportif. D'accord. Alors maintenant, si vous le permettez, on va passer justement à votre thèse et on va prendre comme appui l'athlétisme. Donc j'ai compris que l'athlétisme avait du succès à l'école parce qu'il était associé à des valeurs comme l'exigence, l'effort, le sérieux, la rationalité. Et vous essayez de faire la part des choses entre ce qui relève de l'idéologie, de la culture et de la réalité plus matérielle. Alors ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle est la part de valeurs réelles portée par le sport à l'école et la part qui s'apparente au mythe. Alors, ça, c'est évidemment une très vaste question parce que si le sport est présent à l'école, c'est parce qu'on lui adjoint des valeurs. Ces valeurs, elles sont évidemment très larges. Ça peut être l'effort, le travail, l'émancipation, le contrôle de soi ou la responsabilité. Et donc, en l'occurrence, lorsque le sport a commencé à servir d'objet à l'éducation physique, c'est pas par n'importe quel sport que c'est arrivé. C'est-à-dire que si les élèves pouvaient pratiquer différents sports, les sports qui étaient les plus reconnus dans l'enseignement d'éducation physique, c'était la gymnastique, l'athlétisme et, pour son côté utilitaire, la natation. C'est-à-dire des sports qui finalement se ressemblent assez dans le sens où ce sont des sports très centrés sur des apprentissages techniques et aussi qui s'évaluent facilement. La natation s'évalue comme l'athlétisme par le biais du chronomètre, l'athlétisme ajoute le décamètre, et puis la gymnastique, ça s'évalue par rapport à un code qui est clairement défini. Donc ce sont des activités qui s'évaluent plus facilement, pas plus justement, mais plus facilement que les autres. Et donc c'est aussi à cause de cela que l'ancrage dans les pratiques sportives s'est fait à travers ces activités. Après, il y a des valeurs beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les défenseurs du sport veulent faire entrer un nouveau modèle, un nouveau support qu'est le sport, il faut pouvoir justifier aux yeux de l'institution qu'il a une utilité. Et cette utilité, on va la retrouver à travers justement les valeurs.
Et donc, à cette époque, hein, là, on est dans les années 50-60, il est évident que les valeurs qui sont associées à des activités comme l'athlétisme ou la gymnastique ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui sont associées au football, au basket, qui sont des sports collectifs où il y a plus, on va dire, un caractère hédoniste, un caractère de jeu, un caractère récréatif, alors que l'athlète, le gymnaste ou le nageur sont des gens considérés comme sérieux, rigoureux, persévérants, etc. Ce qui n'est d'ailleurs absolument pas forcément le cas, hein, mais en tout cas, c'est sur ces valeurs-là que ça se fonde, justement parce que ce sont des valeurs qui entrent en résonance avec celles de l'école, hein, tout simplement. C'est le meilleur, le bon sportif, en quelque sorte, le bon athlète ou le bon gymnaste, il ressemble assez fortement au bon élève, hein. C'est celui qui répète, qui travaille, qui écoute et qui est sérieux, quoi. Ouais. Donc en fait, ce critère basé sur l'évaluation et qui donne la place à des disciplines qui le permettent, est quand même assez met en branle des tas de choses par rapport à l'élève. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dressage? Je pose ça comme ça, hein, je ne- Oui, il y a évidemment des... Alors, le dressage, il prend différentes formes. Si vous regardez les gymnastiques militaires, c'est un dressage, c'est une caporalisation des corps. C'est-à-dire qu'on apprend à l'élève à marcher au pas, on lui apprend à chanter des chants patriotiques, etc. Et puis dans le sport, plus tard, il y a aussi une forme de dressage dans le sens où, pendant longtemps, on a enseigné exclusivement, de manière très large en tout cas, des techniques sportives que l'on imposait à l'élève. C'est-à-dire qu'on lui imposait un modèle technique qui n'était d'ailleurs pas celui qu'il était en mesure de maîtriser, puisque le modèle technique que l'enseignant pouvait avoir comme référence était le modèle technique du sportif de haut niveau. Hmm. Donc on sait très bien que le geste technique que maîtrise un sportif de haut niveau, un élève ne peut pas le maîtriser. Néanmoins, c'est ça qui a fait référence, parce que ça donnait aussi à la discipline un savoir d'excellence qu'il n'avait pas forcément auparavant. Et donc ça a aussi abouti effectivement à une forme de dressage qui a fait que la technique, pendant justement au moment de la bascule 68, hein, la technique, l'exclusivité de la technique sportive a commencé à être contestée comme un carcan dans lequel on enfermait l'élève et que ça ne lui permettait pas justement de faire valoir sa propre créativité, sa manière de lui-même essayer de trouver une solution, par exemple. C'est une solution qui lui était imposée de l'extérieur, et donc ça n'était pas jugé comme étant quelque chose de bénéfique. Donc c'est pour ça que la technique a été fortement contestée dans la période post-68, effectivement. Mm. Et c'est peut-être une discipline qui permettait un peu de discipliner aussi, non? Sans un mauvais jeu de mots. Oui, sans doute comme toutes les disciplines, les critères des normes scolaires sont à peu près les mêmes. Néanmoins, il y avait le fait que ce soit le corps de l'élève qui soit mis en jeu et plus seulement justement sa réflexion ou son attention. A entraîné aussi d'autres formes de normes à suivre. C'est-à-dire comme il y a eu des normes comportementales ou des normes de savoir, il y a aussi en éducation physique des normes corporelles, par exemple. Dans les gymnastiques médicales, par exemple, tout s'organise autour du redressement du corps. Le port de la tête, la fixation des épaules, l'amplification de la cage thoracique deviennent des normes d'excellence que l'éducation physique se crée, comme il y a des normes d'excellence aussi dans les autres disciplines. Donc effectivement, il y a cette forme de dressage, il y a cette forme de disciplinarisation des corps qui prend différentes formes selon les périodes que l'on considère. Mhm. Alors ensuite, je vais vous demander, parce qu'il y a quand même un déclin de l'athlétisme aujourd'hui dans l'enseignement du sport en France au profit d'activités comme les arts du cirque, la musculation. De quoi ça témoigne? D'une transformation des valeurs à l'échelle sociale ou à l'échelle scolaire, ou qu'est-ce que ça raconte, ça? Oui, ça montre que, en tout cas, la manière de pratiquer le sport évolue. Que les gens ne pratiquent plus les mêmes sports, qu'ils ne les pratiquent plus non plus de la même façon. Mhm.
et que l'école, dans son modèle de transmission culturelle, doit s'adapter à ces changements. Elle doit même quelque part les anticiper, peut-être les provoquer, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est le rôle d'une discipline, en tout cas, de faire un pari sur l'avenir et de prendre en considération les nouvelles aspirations des élèves. Alors, vous parliez des arts du cirque ou de la musculation, qui sont des exemples caractéristiques de ces nouvelles attentes aussi qu'ont les élèves, de ces nouveaux objectifs que l'on vise. Parce que dans les arts du cirque, il y a évidemment une dimension physique, une dimension technique, mais il y a aussi une dimension créative qui doit prendre toute sa place dans une discipline comme l'éducation physique. Dans la musculation, on peut prendre en compte des aspirations différentes. Il y a des gens qui peuvent faire de la musculation d'un point de vue performatif, d'autres qui peuvent faire de la musculation d'un point de vue esthétique, d'autres ça peut être sur le plan de la santé, du maintien d'un bon état de santé, d'une bonne forme physique. Donc il y a toute cette prise en compte des nouvelles aspirations des élèves qui sont justement à l'ordre du jour dans une discipline qui est sans cesse en phase de transformation, hein. Mais malgré cela, même si ces activités sont de plus en plus reconnues et intégrées dans l'éducation physique, on sait aussi, les chiffres le montrent, hein, que l'essentiel des pratiques faites par les élèves dans les établissements scolaires reste encore très traditionnel, c'est-à-dire centré sur la gymnastique, la natation, l'athlétisme, les sports collectifs, et que toutes ces activités que je qualifierais de périphériques, alors qu'elles ne le sont pas, hein, mais périphériques dans le sens où elles sont moins enseignées, petit à petit entrent dans les contenus, mais restent encore des pratiques qu'on pourrait qualifier presque de marginales encore. Mmh. Oui, puis Mais ça témoigne effectivement d'une transformation des valeurs et des objectifs que la discipline poursuit, hein. Oui, c'est ça, et en rapport, au niveau sociétal aussi. Ça prône le sport bien-être, au détriment un peu des sports, dits collectifs, plus traditionnels. Exactement. C'est une remise en cause du modèle sportif traditionnel, c'est-à-dire fondé sur les premières disciplines olympiques, tout simplement, voilà, pour aller vite, et de faire en sorte d'aller chercher des nouvelles pratiques qui ne sont pas exclusivement considérées comme sportives, mais aussi comme artistiques, et qui amènent des formes d'apprentissage différentes chez les élèves, notamment avec le lien avec la dimension créative, et aussi faire en sorte que l'éducation physique puisse répondre à de nouvelles aspirations de la part de la jeunesse, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre en compte le fait que ces jeunes n'ont pas forcément envie de s'impliquer dans des pratiques compétitives, mais aussi des pratiques hédonistes, des pratiques sanitaires pour leur bien-être à la fois psychologique ou physique. D'accord. Mais alors, et pour en revenir à faire un retour sur l'athlétisme, parce qu'il y a encore beaucoup d'élèves qui s'intéressent à l'athlétisme et qui le pratiquent. Qu'est-ce que ça raconte ou qu'est-ce que ça témoigne au niveau de la valeur et de la performance alors? Alors, je dirais que la pérennité de l'athlétisme actuellement dans les contenus de l'éducation physique, elle est surtout due à des aspects pratiques. C'est-à-dire que ça reste une activité qui est facilement praticable, Mmh. au moins en apparence. C'est-à-dire que dès que vous avez un stade, vous pouvez faire de l'athlétisme. Mais si on regarde de plus près la manière dont l'athlétisme est pratiqué à l'école, on s'aperçoit que c'est pas n'importe quel athlétisme qui est pratiqué. C'est-à-dire qu'on pratique essentiellement de la course, mais on pratique peu de lancer, on pratique peu de sauts. Par exemple, le saut à la perche n'existe quasiment pas dans les pratiques d'éducation physique. Il faut tomber sur un enseignant qui maîtrise l'activité, qui a du matériel à disposition. La plupart des enseignants restent sur des pratiques, j'ai envie de dire, plus faciles, en tout cas plus faciles matériellement à organiser. Et pourquoi? Peut-être aussi moins technique, parce que il y a toujours un problème d'accès au matériel et que c'est toujours plus facile de faire courir 30 élèves autour d'un stade que de faire sauter 30 élèves à la perche, parce qu'il faut au moins 30 perches et puis il faut plusieurs tapis ou plusieurs sautoirs, et donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc il y a un aspect assez pratique, et puis parce qu'il y a une histoire aussi, cette activité-là est présente depuis très longtemps, qu'on pense qu'elle est plus facile aussi à noter
parce que c'est plus facile de transformer une performance chiffrée en notes que d'apprécier un comportement ou une conduite d'un élève autour d'un ballon, par exemple. C'est plus difficile de quantifier le jeu d'un joueur de sport collectif que de quantifier une performance au saut en hauteur ou à la course, quoi. Donc il y a tout cet aspect aussi pratique d'une facilité apparente, en tout cas, à évaluer et à organiser. C'est pour ça que c'est une activité qui reste encore assez largement enseignée à l'école. Et Mais ça change. Oui, j'espère. Oui, moi aussi. Oui. Mais qu'est-ce que vous auriez à développer justement, parce que dans votre essai, là, dans votre thèse, ça revenait souvent sur cette mesure chiffrée, cette quantification, les instruments, la table de Le Tessier. Qu'est-ce que vous voulez... D'abord, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, et qu'est-ce que vous voulez en raconter de ça? Bon, moi, je me suis intéressé à la pratique de l'athlétisme à une période donnée, hein. C'est-à-dire que mon étude, elle est fermée sur une période bien particulière. Après, ça change. Qui est laquelle, pardon? C'était quoi? Entre 1941 et 1967. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'athlétisme se scolarise au sens premier du terme. Et après 1967, à partir du moment où la notion de performance va commencer à être contestée et remise en question, la manière d'aborder cette activité à l'école va quand même changer. Mais toute la période des années 40, 50, 60 est une période qui est organisée aussi pour la discipline autour d'une problématique qui est la capacité à évaluer de manière rationnelle les élèves. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable de montrer qu'on peut évaluer les élèves de manière rationnelle, de manière juste, eh bien, on va dans le mur, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une impasse et on n'est pas une discipline sérieuse, en quelque sorte. Donc l'évaluation, la mesure précise des performances et leur transformation en notes va être une problématique qui va être récurrente pendant plus de 15 ans et qui va donner en quelque sorte un gage de sérieux, de crédibilité à cette activité en EPS. Alors même que, moi j'ai pu le constater à travers plusieurs témoignages, hein, alors même que cette table, en l'occurrence qui a servi de référence à tous les examens jusque dans les années 80, était fondée sur des principes scientifiques qui étaient faux, hein. C'est-à-dire que, par exemple, tous les enseignants vous disaient que lorsque l'on évaluait les filles sur un 1500 mètres, elles étaient beaucoup moins bien notées que si on les évaluait sur le poids, parce que les études statistiques des performances des filles avaient été mal construites. Et donc, beaucoup d'enseignants qui faisaient passer le baccalauréat aux filles sur 1500 mètres s'apercevaient que les demoiselles avaient de très mauvaises notes, et en les faisant lancer le poids, sans entraînement, elles avaient des meilleures notes. Tout simplement parce que l'outil lui-même était mal construit. Donc ça a forcément joué sur les perceptions que les élèves ont pu avoir de cette discipline à l'école pendant pas mal d'années, ce qui peut aussi expliquer la raison pour laquelle, à partir des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où tous ces jeunes qui ont été acculturés à une forme d'éducation physique dans les années 50-60 sont devenus adultes et se sont mis à faire du sport à l'extérieur de l'école, c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle ils sont allés chercher d'autres types d'activités physiques et sportives, notamment les sports californiens, pour justement sortir de ce carcan de l'évaluation que l'école leur avait donné comme modèle, hein. Ça reste une hypothèse, mais en tout cas c'est une hypothèse qui me semble assez sérieuse. Oui, parce que ce que je crois entendre, c'est qu'on chiffrait un peu je sais pas comment on peut dire, l'immesurable, ou qu'on essayait de faire rentrer les performances dans des cases, et que ça devait en laisser aussi beaucoup sur le carreau. Il y avait une discrimination, non, par rapport à ça? Parce que si on pouvait pas faire tant de, je sais pas, de temps pour le 1000 mètres, bon, moi je suis pas très sportive, mais je sais pas quels sont les records et les tables mais c'est assez réducteur, non, je trouve. Oui, disons que c'est comme ça que l'école a fonctionné pendant très longtemps. C'est-à-dire que finalement, on évalue
on a longtemps évalué la stricte performance d'un élève, c'est-à-dire son temps sur 100 mètres, sa capacité à sauter loin en longueur ou autre. Bon, voilà, c'est une performance brute, sans s'interroger finalement sur quel type de formation il y a derrière ça. Évaluer une simple performance, c'est aussi évaluer des dons. C'est aussi évaluer une forme de travail qui peut être différente d'un établissement à l'autre. On sait très bien que si on fait un cycle de saut en hauteur sans sautoir, on a potentiellement des élèves qui vont moins progresser que si on a un sautoir. Bref, il y a tout un tas de conditions qui font que cette performance, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est pas une valeur absolue, elle n'est pas une valeur à 100% fiable. Mais encore une fois, l'éducation physique, ici, ne fait que faire la même chose que ce que font les autres matières. C'est-à-dire que quand vous évaluez un élève dans un devoir de mathématiques, sur sa capacité à parvenir au bon résultat, on ne s'interroge pas de savoir si on évalue sa culture familiale, si on évalue des dons intellectuels ou autres. Les autres disciplines ne se posent pas forcément cette question-là, alors que l'éducation physique, elle, se l'est posée, peut-être parce qu'on a tendance à penser que le côté génétique ou le côté des dons pèse plus sur la dimension physique que sur la dimension intellectuelle. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais ça reste encore une fois à prouver. Oui, puis ça laisse à s'interroger sur qu'est-ce qui se passerait si on délivrait l'EPS de la performance, qu'on l'axait sur l'hédonisme pur, sur le plaisir du mouvement. Ça laisse songeur. Oui, parce que encore une fois, c'est un autre modèle éducatif qu'on proposerait. Former des élèves à l'hédonisme, je crois que l'école a évolué, mais je ne crois pas qu'elle soit encore prête à ce genre de choses, par exemple. Non, mais peut-être, bon là je vais peut-être un peu loin, mais au moins qu'il n'y ait pas au niveau central remis au centre la performance. Est-ce que vraiment on est obligé on peut très bien participer sans performer, en ayant le plaisir du mouvement, non ? Exactement. Sans faire de compétition, dans l'activité physique. C'est pas possible. C'est un vrai enjeu de société, c'est-à-dire que effectivement, la personne aujourd'hui qui pratique du sport ne le pratique pas forcément dans cette logique de performance, de compétition. Il peut très bien le faire d'un point de vue des loisirs, du point de vue de sa santé. Et c'est donc un vrai enjeu de société de réfléchir sur ce à quoi l'éducation physique peut servir justement pour ces jeunes qui pratiqueront une activité physique peut-être tout au long de leur vie et pas forcément avec cette optique justement de performance. Et donc il y a, alors je dirais pas que la performance est hégémonique en éducation physique, mais elle est fortement présente, et elle est fortement présente à l'école de toute façon, ne serait-ce que par le biais de l'examen. Un examen est forcément une épreuve de performance, mais on ne en se focalisant là-dessus, on ne prépare pas justement les jeunes aux enjeux futurs de leur pratique. Et c'est un vrai problème, à mon avis, c'est un paradoxe qui existe entre le modèle que l'école diffuse et ce pourquoi elle devrait former l'élève à long terme. Donc on essaye toujours de jouer sur les deux tableaux, mais c'est pas forcément compatible. Évaluer une capacité d'un élève à pratiquer une activité dans un but hédoniste ou dans un but de santé, ça reste compliqué. Et si on veut être présent, si la discipline veut rester présente à l'école, il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre scolaire, c'est-à-dire qu'elle réponde aussi aux normes de l'examen, etc., de l'évaluation, de la mesure. Et tant que l'école ne se sera pas départie de ce modèle de la mesure, eh bien, toutes les disciplines fonctionneront avec. Et les quelques exemples de personnalités qui se sont impliquées pour justement lutter contre ces formes d'évaluation ont toutes été contestées. L'école n'est pas encore prête à changer radicalement de modèle. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ça reste un modèle basé sur une espèce de domination quand même, et d'évaluation et de compétition et de voilà. Oui. Non, mais bon. Mais par exemple, oui, pardon. Les normes d'évaluation ont changé. Aujourd'hui, dans le primaire, les élèves ne sont plus évalués avec des notes ou des classements. Ils ont des
des compétences qui sont acquises en cours d'acquisition ou non acquises. Mais au final, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que quand on dit qu'une compétence est non acquise, ça veut dire qu'on aurait eu une mauvaise note si ça avait été évalué avec un chiffre. Ça ne change pas le modèle en soi. Ça euphémise un petit peu le jugement, mais la pratique reste la même de mon point de vue. Mhm. Et c'est pour ça qu'il y a très peu, à ma connaissance, par exemple, de danse dans les cours d'éducation physique. Alors, il y en a, hein, et beaucoup d'enseignants pratiquent la danse, pratiquent le cirque ou d'autres activités, et qui sont aussi des activités évaluées. Et sous quelle Mais forme? alors, ça peut prendre des formes très très diverses, hein. Mais par exemple, alors je connais pas tous les modèles d'évaluation par cœur, mais par exemple en danse, on va évaluer la capacité d'un élève à organiser une chorégraphie, par exemple. Donc on va plutôt évaluer son côté créateur, l'agencement des danseurs sur la scène, sur les interactions entre les danseurs, etc. Donc sur des choses moins, comment dire, moins quantifiables, mais au final, ça débouche sur une note. Donc le problème est toujours là, c'est-à-dire que on transforme une pratique artistique en quelque chose qui va être noté, donc qui va finir par un chiffre en quelque sorte. Et donc de mon point de vue, il y a une limite à pouvoir permettre aux élèves d'aimer la pratique, de s'y investir dès lors que à la fin elle est réduite à un simple chiffre. Et ça, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce chiffrage, en quelque sorte, eh bien, est une limite au fait que l'élève puisse aimer dès lors qu'il est évalué. Enfin, je vois mal comment on peut motiver un élève. Alors, s'il a une bonne note, il sera peut-être motivé, mais s'il en a une mauvaise, est-ce que ça va réussir à le motiver? Ça me paraît plus compliqué quand même. Mm. Et puis, quoi faire de tous les élèves qui ont des physiques qui ne rentrent pas Mm. dans la performance, par exemple les corps en surpoids, les corps un peu bancals, ceux qui n'arrivent pas à s'inscrire. Comment on tient en compte ça ou pas? Ben, oui et non. C'est-à-dire que l'enseignant va tenir compte dans ses procédés pédagogiques, il va tenir compte de la diversité, de l'hétérogénéité de ses élèves, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que il aura beau mettre en place des, mmh, des modalités pédagogiques différentes ou adaptées à chacun, il n'empêche que, à la fin, l'évaluation remet tout le monde sur les mêmes bases. Et donc, on peut, enfin, du moins, moi, je crois difficilement au fait que si un enseignant arrive, par sa compétence, à faire aimer à un élève de courir, par exemple, alors que l'élève est en surpoids, le combat, il est gagné. Mais si ça se termine par une évaluation qui rappelle de toute façon à l'élève que son surpoids l'handicap et que ça le rend non performant, Mmh. je vois mal, encore une fois, comment à long terme il peut réinvestir. Et donc c'est pour ça que, de mon point de vue, l'éducation physique aujourd'hui, elle est confrontée à deux grands enjeux. C'est d'abord de préparer le futur pratiquant d'activités physiques et sportives que seront les élèves dans 10, 20, 30 ou 40 ans, c'est-à-dire à anticiper leur modalité de pratique. Et c'est aussi un enjeu fort au niveau de la société actuellement, c'est justement de faire aimer l'activité physique aux gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que des gens qui vont pouvoir bénéficier dans leur vie future de cet amour de l'effort, de la pratique physique pour être beaucoup plus large, pour leur santé, pour leur bien-être, pour leur équilibre, etc. Et donc ça, c'est des enjeux forts qui sont difficilement compatibles avec les modalités classiques que l'école met en œuvre. Mmh. Ou simplement pour produire des personnes qui, sans répondre forcément aux injonctions du bien-être et du corps médicament, enfin santé, peuvent avoir aussi par plaisir, je reprends ma notion de plaisir, mais Mm. un acte complètement gratuit, sans qu'on soit dans l'injonction de se soigner ou de trouver le bien-être peut-être, non? Oui, le plaisir est au cœur
de la, de la problématique d'investissement des pratiques physiques. Enfin, si on ne les investit pas, si ça ne nous donne pas de plaisir, je vois pas comment c'est possible autrement. Et cette notion de plaisir, elle est importante. Les enseignants d'éducation physique aujourd'hui savent, dans leur grande majorité, la prendre en compte et essayer de faire en sorte que leurs élèves aient du plaisir à pratiquer. Mais le modèle scolaire traditionnel dans lequel chaque discipline est enfermée en quelque sorte et reste difficilement compatible avec cette notion de plaisir. Ouais, j'ai bien entendu. Et une dernière question avant de terminer par le Pierrot, on va y revenir, mais j'ai entendu dire que, par exemple, c'est assez discriminant parfois, puisque il est encore pas rare que des élèves tirent à la paille ou enfin tirent au sort les plus mauvais éléments pour rentrer dans le match de foot ou dans les sports collectifs. Vous en avez entendu parler de ça ? De Bah, ceux qui ça, déterminent les équipes et qui, en dernier, il y aura, je ne sais pas selon quels critères, mais le plus maladroit ou le plus gauche ou ou le plus gros ou peut-être, je ne sais pas, le plus efféminé. Oui, ça, c'est des pratiques qui doivent évidemment encore exister, j'imagine. De là à vous dire si elles sont majoritaires, minoritaires, j'en sais Mm. rien, parce que ça, c'est chaque enseignant qui est confronté à ça dans son quotidien. Mais c'est évident que, enfin oui, j'imagine que ça existe encore et que ça laisse encore des élèves sur la touche. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, les enseignants d'éducation physique sont aussi formés à ce genre de problématiques et ils comprennent au travers de leur formation que ce sont des pratiques qui ne méritent peut-être plus d'exister pour faire en sorte justement que il faut trouver d'autres manières de faire pour que l'exclusion de certains élèves soit gommée, quoi. Mm. Mais à partir du moment où le corps est mis en jeu, c'est vrai que c'est d'autres choses qui apparaissent que dans la salle de classe, quoi, hein. Si vous êtes en surpoids, en mathématiques, ça ne change rien. Même si ça peut révéler peut-être un mal-être ou je ne sais quoi, enfin, et que ça va jouer sur le plan intellectuel ou autre. Mais lorsque l'on met le corps en jeu, forcément, il y a tout de suite des choses qui, euh, qui transparaissent de manière beaucoup plus nette. Et le fait que l'élève soit soumis au regard de l'autre, évidemment, ça engendre des implications affectives beaucoup plus fortes. Oui, tout à fait, mais non seulement le corps en jeu sous le regard d'autrui, mais le corps en jeu qui doit gagner, qui doit faire gagner. Par exemple, dans Oui, les sports collectifs, c'est pas forcément une discrimination que par rapport au corps, c'est aussi le corps qui va faire qu'on risque de perdre. oui. Oui, c'est l'élève qui est mis sur la touche, c'est celui qui potentiellement peut être nuisible aussi à l'autre. Dans le cas des sports collectifs, c'est une dimension psychologique importante, euh, mais qui est inhérente à la pratique physique. Et c'est aussi surtout un des problèmes fondamentaux auxquels les enseignants d'éducation physique sont confrontés. Parce que, à la différence des clubs, alors même si dans les clubs, il y a aussi une forme d'hétérogénéité, mais tous les enfants qui vont en club, pour la plupart, sauf à être poussés et que la pratique soit imposée par leurs parents, font la démarche d'y aller. Alors qu'en éducation physique, euh, on ne peut pas y échapper, sauf à être dispensé par le médecin, mais c'est quelque chose d'obligatoire. Donc l'enseignant d'éducation physique, dans son quotidien, il a affaire à cette hétérogénéité de fait. Et donc, il est aussi amené à réfléchir et à agir en fonction de ces spécificités, ouais. Mm. Mais Alors, oui, pardon. là, on a beaucoup parlé de problématiques actuelles. Enfin, moi, j'ai un regard d'historien, mais c'est vrai que sur les questions pédagogiques, vous avez des gens qui travaillent sur ces questions-là de manière très spécifique. Donc là, moi, j'ai manipulé un certain nombre de choses, mais je suis pas Bien sûr. forcément le plus qualifié pour me prononcer sur ce genre de sujet, en tout cas. Oui, oui, mais enfin, vous avez émis un point de vue et puis vous l'avez quand même, au départ, resitué dans une traversée des courants et de l'histoire hein, et de la place de Oui, l'athlétisme. oui.
Alors maintenant, on va revenir justement, alors on va basculer dans les années 30 et on va voir quelles étaient les valeurs que transmettait l'album qui s'appelait Pierrot Sportif et qui était un album destiné à une jeunesse et un album catholique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire un petit peu parce que vous êtes attaché à étudier ce Pierrot Sportif qui partage les pages avec Jean et René, je crois. C'est Pierre, Jean et René, et qui raconte un peu les valeurs de l'entre-deux-guerres et qui conseille à une certaine jeunesse certaines choses à faire, à ne pas faire au niveau du corps, justement. Oui, alors ça, c'est une étude de cas particulière. C'est un travail qui a été mené dans le cadre d'une étude plus large qui a été portée par les collègues de l'Université de Besançon, qui sont très centrés sur les arts visuels, et notamment, en l'occurrence, c'était la bande dessinée. Donc la question, c'était finalement comment les corps sont représentés à travers le 7e art. Mais non, la BD, c'est pas le 7e art. Si, on peut appeler ça le 7e. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, en tous les cas, bon, à travers la doute, BD. Voilà. Et donc, en fait, c'est comment le corps était représenté dans la bande dessinée. Et donc nous, on a fait cette étude de cas sur Pierrot Sportif, mais la question plus large, c'est finalement comment les médias, en l'occurrence ici la bande dessinée, mais ça peut être aussi le cinéma ou la littérature, participent d'une forme d'acculturation des individus à la pratique sportive. Et là, on avait un bon exemple de la manière dont on va dire l'idéologie catholique pouvait dans cet entre-deux-guerres prôner une certaine image de la manière dont il fallait investir la pratique sportive. Alors c'est assez révélateur de la manière dont le rapport à l'activité sportive était pensé à ce moment-là. C'est-à-dire que on prônait une activité physique mesurée, raisonnée, qui permettait à la fois un développement harmonieux du corps et aussi d'éviter de rentrer dans certaines dérives. Et les deux opposés, c'était celui qui ne faisait pas du tout de sport ou celui qui en faisait trop, qui étaient justement les exemples à ne pas suivre. Voilà. Et là, on retrouve assez bien aussi finalement l'idéologie qu'on va retrouver chez Georges Hébert, le fait que ce soit toujours l'athlète complet qui soit valorisé et non pas le spécialiste. Le spécialiste est quelqu'un qui, par définition, est déformé. C'est quelqu'un qui va accroître un développement musculaire à certains endroits et pas à d'autres. Et comme celui qui ne fait pas du tout de sport va être apathique. Donc là, c'est vraiment un modèle de la mesure, de la rationalité qui prévaut et qui montre que c'est à ce modèle-là que les enfants doivent pouvoir être acculturés. Alors ça passe par l'éducation physique à l'école, mais ça passe aussi par, en l'occurrence, les médias destinés spécifiquement à la jeunesse. Donc c'est important de montrer que l'acculturation sportive, elle ne passe pas seulement par l'école, par les pratiques sportives elles-mêmes, mais elle passe aussi par tout un ensemble d'autres vecteurs culturels dont la bande dessinée fait partie. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous proposer. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai pas l'image là sous les yeux, et ça serait intéressant parce qu'on est à la radio, on n'est pas à la télé, que vous savez, il y a 2 planches qui décrivent assez bien. Est-ce que vous pourriez juste décrire pour un auditeur qui ne voit pas ce qu'il y a sur ces 2 planches? Justement, moi non plus, je les ai pas sous les yeux actuellement, et comme j'en ai vu pas mal, je vous avouerai que j'ai plus l'image en tête. Attendez, je vais regarder. Parce que moi, je pense que peut-être c'était sur le cairn et je peux la voir. Alors ça, c'est la page de garde. Mais il y en a une avec le vélo, là. Ah oui, voilà, là, c'est ça. Par exemple, là, c'est lequel des 3 voulez-vous être? Au centre, il y a Pierre qui ressemble à un petit garçon qui ouvre sa fenêtre avec le bon air. Il y a à gauche Jean, qui est un jeune homme, un petit garçon qui a le nez contre son bureau et qui a le dos voûté et la tête penchée. Et tout à droite, moi, il y en a un qui me plaît bien, mais qui apparemment, c'est pas un modèle. C'est René qui est sur son vélo à toute allure. Voilà.
Donc là, à travers 3 images, on a ici 3 représentations de la manière dont on peut investir les pratiques sportives. Donc pour le cas de Jean, qui n'est pas sportif, c'est l'élève qui est sans cesse face à son bureau, c'est-à-dire l'intellectuel pur et dur, qui, à force de travail, va s'abîmer les yeux, va se voûter aussi, et donc qui va avoir un corps qui va se déformer. Alors, À excusez-moi, l'opposé, oui, je vous arrête une minute parce que quand je relis ce qui est écrit là, à propos de Jean, il est dans la réalité des moules, c'est-à-dire ceux qui aiment plonger dans des livres d'aventure. En imagination, ils ne rêvent que plaie et bosse, mais en imagination seulement. oui. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne vont pas toucher la pratique physique concrètement. C'est-à-dire que ce sont c'est quelqu'un qui est vu comme tout le temps le nez dans les livres et qui ne va pas donner soin à l'entretien, au développement de son corps et qui finira à l'âge adulte voûté, déformé, en mauvaise santé, justement parce qu'il n'a pas eu cette pratique physique. Et à l'opposé, on a donc René qui, lui, est un jeune homme très sportif qui s'identifie au champion et qui va du coup pratiquer le sport sans forcément avoir de réflexion sur ce qu'il fait. L'idée, c'est d'être le plus performant possible, donc de s'entraîner beaucoup, et ça va aboutir à une fatigue excessive de son corps et de la même manière à une forme de déformation, puisque à l'âge adulte, si ma mémoire est bonne, il est représenté comme quelqu'un couvert de rhumatisme, qui a des douleurs d'arthrose, etc. Enfin, je sais pas si c'est dit comme ça, mais et donc il y a une forme aussi de déformation de son corps, justement parce qu'il a une pratique irraisonnée. Et le modèle entre les deux, c'est Pierre qui pratique justement, lui, une gymnastique quotidienne, qui sait ouvrir sa fenêtre pour respirer le bon air, qui sait se tenir droit, qui sait pratiquer dans la mesure, et qui va justement, grâce à cette pratique raisonnée, pouvoir vivre l'âge adulte de manière plus douce. Bah oui, puisque là, effectivement, vous avez raison, il y a sur les 2 pages, il y a lequel des 3 voulez-vous être, donc les petits garçons. Et Oui. puis après, sur l'autre page, les 3 modèles de sportifs dans 20 ans. Regardez-les dans 20 ans. Alors, il y a toujours Pierre au centre, qui est devenu un jeune homme très bien habillé, portant costume et cravate, et qui est toujours sous le soleil et avec la main qui est tournée vers le soleil, une attitude très ouverte, très droite comme ça. Et à droite, il y a le vieux René, celui qui était passionné de vélo, là, qui est devenu perclus de rhumatisme et qui regarde une vieille voiture. Et alors Jean à gauche, l'intellectuel du début, celui qui était plongé dans ses livres, qu'on dirait déjà un vieillard, on dirait un monsieur de... je ne sais pas. S'il a le même âge que Pierre au centre, les 2 autres ont l'air d'avoir 90 ans et Pierre a l'air d'avoir 40 ans. Mmh. Oui, Oui, oui. il y a le message, d'abord sur le message concret sur la pratique physique et sur le bénéfice qu'elle peut apporter. Puis il y a un message aussi finalement subliminal derrière, c'est-à-dire que celui qui fait qui s'adonne à une pratique sportive raisonnée, il va mieux vivre son avenir physiquement, mais quelque part dans ces images, il y a aussi l'idée que c'est quelqu'un qui va mieux vivre socialement. Donc c'est aller au-delà du bénéfice physique, c'est aussi un bénéfice psychologique, social. La réussite, elle s'incarne à travers la pratique sportive, mais au-delà. Voilà. Et ça, c'est aussi typique de l'idéologie portée autour du sport et de toutes les valeurs qui gravitent autour de lui. Mais ça, là, en l'occurrence, bon, c'est en début du... Mais c'est assez binaire et très normé. Hein. Mm. Là, il n'y a aucune fantaisie possible. Hein. Et moi, celui auquel je m'assimile, là, je continue à lire celui qui est sur son vélo. On dit de lui, ce n'est plus un garçon sur une bicyclette, c'est une bicyclette garçon. Il devient malade, esclave de son sport qui le dévore même quand il dort. Cette addiction l'empêche d'obtenir de bons résultats scolaires. En agissant de la sorte, René, présenté comme un fier à bras, finit par être la risée des autres. En classe, à table, dans son lit, René ne rêve qu'à son vélo, aux routes de montagne sur lesquelles il sera acclamé un jour vainqueur du Tour de France.
Mm. Voilà. Oui, il y a une condamnation aussi derrière du modèle sportif qui peut apparaître, en tout cas dans l'esprit des catholiques de l'époque, comme quelque chose de dévoyé, qui fait référence à des valeurs qui ne sont pas les leurs. La gloriole, la tricherie ou l'amateurisme marron sont des choses qui sont aussi condamnées, qui ne sont pas moralement acceptables. Et c'est aussi ce discours éducatif qui est prôné à travers cette bande dessinée. Mhm, mhm. Oui, puis alors après, j'ai plus d'images. Je crois que c'est les deux qui étaient en exergue de l'article Oui, sur Kern. Pardon? oui, c'est ça. Oui, on me demande en régie si la BD était distribuée, vendue, elle était diffusée comment en fait Bonne question, je ne m'en souviens plus. Je crois qu'elle était vendue, hein. Moi Il faudrait aussi, que je je crois. relise, parce que Ouais. ça fait maintenant 1 ou 2 ans qu'on a fait le truc et j'ai pas remis le nez dedans depuis, mais il- je sais plus si on le dit d'ailleurs. Ça, je Oui. pourrais vérifier, mais je peux pas vous le dire là. Non, mais en fait, j'ai pas la bonne page. Mais oui, mais ça aussi. Je pense qu'elle était vendue et qu'elle était en. J'ai pas la première page. Il y avait un personnage féminin dans une autre BD qui, de temps en temps, elle, alors c'était quoi? C'était Lisette. L'album féminin, c'était Lisette, qui ne présentait pas ce type de contenu, qui indiquait quelques jeux et sports auxquels les filles Mm. pouvaient s'adonner raisonnablement, comme le tennis. Mais pourquoi? Parce qu'il constitue surtout une occasion pour apprendre à confectionner des robes. Mhm. Voilà. Il est préférable de tenir les femmes éloignées des risques physiques et psychologiques du sport de compétition en les préparant à leur futur rôle de mère et d'épouse, Mm. même si des sportives comme Alice Milia incarnent en militant pour sa reconnaissance un autre modèle du sport féminin. Voilà. Ouais, c'est assez révélateur de la manière dont on envisageait la pratique sportive et pour les garçons et pour les filles, Mm, avec des finalités, des enjeux radicalement différents. Ouais. mm. Écoutez, en tous les cas, Oui, je vous remercie. Oui, attendez, pardon. D'accord, merci. Il y a la réalisatrice qui est en régie me dit dans le casque si c'était possible de redécrire un petit peu la méthode naturelle, parce qu'elle n'a pas bien compris à l'écoute comme ça ce que c'était. D'accord. Donc là, je vous pose pas la question, c'est pas grave, hein, donc on Ok. repart là-dessus. Ok. Donc la méthode naturelle, c'est une méthode d'éducation physique qui a été créée par un militaire de la marine française, qui s'appelait Georges Hébert, et qui consiste en quelque sorte à s'appuyer sur des gestes qui seraient, d'après Hébert, les gestes constitutifs de l'espèce humaine, c'est-à-dire une motricité que l'on retrouve dans le modèle de l'indigène. L'indigène, parce qu'il est amené à vivre en milieu entre guillemets hostile, dans sa vie quotidienne, doit marcher, courir, lancer, grimper, ramper, etc. Et donc, Hébert s'appuie sur cette configuration-là pour proposer dans la méthode naturelle un ensemble de familles de gestes qui sont euh, qui sont des gestes constitutifs de l'espèce humaine, de la motricité humaine. Et donc, il va proposer, à travers plusieurs volumes, hein, un ensemble d'exercices qui consistent à courir, à sauter, à lancer, à grimper, à s'équilibrer, à marcher en quadrupédie, etc., à soulever. Et donc, c'est en faisant ces gestes qui sont constitutifs de l'espèce humaine que l'homme civilisé pourra retrouver son état physique originel, parce que justement la société civilisée l'a perverti dans une forme de confort et de fainéantise contre laquelle Georges Hébert a décidé de lutter. Et tout ça en plein air. Et tout ça, évidemment, en plein air, au moins en théorie, en tout cas, parce que comme Georges Hébert a vite compris que on ne pouvait pas toujours trouver les moyens d'un milieu naturel à proximité pour pouvoir justement s'exercer de cette manière-là, il a aussi développé sa méthode naturelle dans une pratique de plateau, c'est-à-dire en milieu totalement artificiel. Et bien souvent, la méthode naturelle était d'ailleurs pratiquée en milieu artificiel. D'accord.
Alors moi, si je puis me permettre, puisqu'on en est un peu dans les définitions, est-ce que vous pourriez nous dire ou nous éclairer un peu sur l'école de Joinville et les écoles casernes? Alors, l'école de Joinville, c'est une école qui a été créée au départ pour former les futurs intervenants en gymnastique dans les corps militaires. Et progressivement, elle a permis à certains militaires comment dire, d'entrer dans différentes sphères où on avait besoin de moniteurs d'éducation physique. Donc elle a eu un temps, alors il y a eu plusieurs phases, hein, on ne peut pas reprendre l'histoire là ici en si peu de temps, mais il y a eu plusieurs phases. Elle a aussi à un moment donné servi à accueillir les futurs athlètes. Enfin, il y a eu plusieurs phases dans son évolution, mais elle constitue l'un des premiers centres en quelque sorte pour la formation des moniteurs d'éducation physique. Et ça se situe à peu près quand? Au L'école de Joinville? milieu du 19e siècle. D'accord. Et d'où après la notion d'école un peu caserne, c'est ça? Alors, C'est non. pas exact. Alors ça, excusez-moi, j'ignore, hein. Ouais. Non, l'école caserne, si vous voulez, c'est plus la manière dont la culture militaire a été reprise dans l'école. Alors l'exemple type de ça, c'est l'épisode des bataillons scolaires, hein, qui a eu lieu en France entre 1881 et 1891. 92, et en fait où on avait repris le modèle du régiment pour les enfants scolarisés dans le primaire. Et donc on a eu pendant plusieurs années des défilés d'élèves avec des armes factices à l'épaule, hein, des uniformes qui apprenaient à marcher au pas et qui étaient aussi éduqués à la gestuelle militaire. Donc c'est plus ça l'école caserne, hein. C'est-à-dire que la manière dont le modèle militaire a été utilisé par l'école. Dans une sorte d'activité physique quand même. Oui, c'est-à-dire que les premières formes d'éducation physique à l'école étaient des formes d'exercice qui s'apparentaient aux exercices militaires. D'accord. Et après, donc, il y a eu ce que vous avez dit, le courant hygiéniste avec le redressement, etc., quoi. Voilà. Et Voilà. l'hébertisme. Et puis, il y a quelque chose dont on a très peu parlé, c'est le courant de la science qui, justement, a commencé à chiffrer, le corps chiffré. Mhm. Ça correspond à quelle période, ça, à peu près? C'est pareil, là on est avec le corps scientifique, hein, avec Desmeny, donc on est aussi à la charnière 19e, 20e siècle, hein, avec des gens qui vont utiliser, Desmeny en était un bon exemple avec Marais, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à utiliser un matériel scientifique pour observer le geste moteur et pour pouvoir le quantifier ou le mathématiser. C'est-à-dire que ce sont les premiers à se pencher sur une étude, on va dire, biomécanique, hein. La biomécanique du geste et son chiffrage sont des éléments qui sont travaillés par les premiers scientifiques de l'exercice physique. Et puis après, ça va aussi prendre de multiples formes, mais chaque courant aura aussi à sa manière une volonté de défendre un ancrage scientifique, c'est-à-dire que l'appel à la science est quelque chose de récurrent dès lors que l'on veut prouver que ce que l'on propose est pertinent. Mhm. Et ça, c'était introduit aussi à l'école, dans l'éducation physique? Oui, oui et non, c'est-à-dire que le Desmeny, lui, par exemple, il est sur une lecture scientifique du geste. Et puis après, il y a ce qui relève de la science en éducation physique, où là, on est sur d'autres problématiques. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes champs de questionnement. Mais en tout cas, dans chaque courant, il y a toujours des modèles scientifiques sur lesquels les acteurs s'adossent pour justifier leurs propositions. Mhm. D'accord. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui avec d'autres références scientifiques, mais c'est quelque chose de récurrent. D'accord. Donc encore aujourd'hui, au 21e, quoi.
Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, de mon côté, je vous remercie, monsieur, du Et de temps rien. accordé et de toutes vos explications. Voilà, quoi. Je pense qu'on peut arrêter là, à moins qu'il vous paraisse vraiment indispensable qu'il y ait quelque Non, chose bah, qu'on n'ait pas... j'espère que j'ai pas parlé trop vite, parce que je sais que j'ai tendance à parler vite. Non, non, ça Enfin, va. j'ai fait un Pas du effort, tout. mais Non, non, pas du tout. Non, voilà. non, non, je n'ai pas trouvé C'est que pas le rythme l'exercice, était très... c'est pas forcément facile de s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais Oui, bah écoutez, c'est un c'est comme exercice ça. intéressant. Ouais, ouais, moi aussi, je ne vous vois pas, mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah merci, merci beaucoup, en tous les Mais cas. de rien. Et puis voilà, pour moi, c'est terminé. D'accord. Merci et au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.